Il est 5h55, soyez les bienvenus sur LCI dans votre 6-9 sur le canal 15. L'info du jour, ce sont ces 11 000 hectares partis en fumée en quelques heures seulement dans le département de l'Aude. Depuis quelques heures, les habitants, les pompiers, les vacanciers vivent littéralement dans la panique car ces flammes se sont propagées à vitesse grand V. Et dernière information de la préfecture, une personne a été retrouvée décédée. Il s'agit d'une femme dans la région et évidemment d'autres habitants sont sur le qui-vive parce que leurs maisons ont parfois été totalement détruites. 1300 combattants du feu sont encore aujourd'hui à pied d'œuvre pour tenter de lutter contre cet incendie. Il y a également des blessés, on va y revenir longuement dans le journal de Laura Latchamp dans un instant. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Et puis notre question du jour justement, comment lutter contre ces incendies à répétition? A-t-on les moyens humains, moyens matériels? Parce que vous allez voir que ces feux, ils sont bien sûr de plus en plus fréquents, mais aussi de plus en plus violents. Faut-il revoir nos politiques en la matière? On se posera la question. Juste le temps d'accueillir nos experts juste avant. On va commencer par Eric de Couty. Bonjour Eric pour la politique. Vous savez que vous êtes le seul représentant de la gente masculine ce matin par moi sur ce plateau. Vous vous sentez comment seul du coup? Non, j'en suis ravi. Moi, j'en suis franchement ravi. Isabelle Gounard, bonjour à vous pour l'économie, j'allais dire la politique, non l'économie. Bonjour Isabelle. Claire Delorme également pour la météo. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Vous allez bien? Tous. Très bien, vous aussi, j'espère, comme vous tous. Absolument. Johanna Citruc pour l'international également. Bonjour Johanna. Bonjour, Guillaume, et on sera rejoint dans quelques minutes par Sandra Marconi pour la culture. Je vous l'avez dit, quasiment que des femmes. Nous sommes tous les deux, nous résistons. N'est-ce pas? Absolument. Mais on est ravis de tout cela. Claire, la météo aujourd'hui, évidemment, en plus de ces incendies, c'est bien sûr le retour, on le voit bien, de la chaleur un peu pour tout le monde cette fois. Oui, de la chaleur pour tout le monde, surtout pour la moitié sud encore cet après-midi. Mais à partir de demain, oui, ça va être une envolée lyrique sur quasi l'ensemble du pays. Et on sera dans le détail. C'est parti, jingle. Merci beaucoup Claire. À bientôt 6h, votre journal avec Laura Latchamp. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les images sont saisissantes. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré hier dans l'Aude. Plus de 11 000 hectares ont été ravagés. Au moins 1500 pompiers sont mobilisés. Le feu est toujours hors de contrôle ce matin. Une femme est décédée dans le sinistre. Nous serons sur place dès le début de ce journal. C'est la rencontre du jour. Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, est attendu à Moscou aujourd'hui à la rencontre des hauts dirigeants russes pour parler de paix en Ukraine. Dans le même temps, la Lituanie appelle l'OTAN à renforcer sa défense aérienne après qu'un drone russe a été retrouvé sur son territoire la semaine dernière. Bonne nouvelle à la pompe, l'essence est au plus bas depuis 4 ans. Le litre de sans-plomb passe parfois sous 1,60 €, mais le diesel reste toujours à des niveaux élevés. Et puis alors que les annonces politiques se sont multipliées depuis le début de l'été, arrivez-vous à décrocher de l'actualité? C'est la question que l'on vous a posée. Reportage à suivre dans ce journal. Et à tout juste 6h, on commence avec ces images. Images de la nuit, un incendie d'une rare violence s'est déclaré depuis hier après-midi. C'était à partir de 16h dans le massif des Corbières, sous le regard médusé des habitants. Ce matin, le bilan est lourd. On parle de au moins 9 blessés. Une femme serait décédée également dans le sinistre, Laura. Oui, les images sont saisissantes. Plus de 11 000 hectares de végétation ont déjà brûlé. Au moins 1500 pompiers se battent depuis hier. Pour l'heure, le feu n'est toujours pas fixé. L'autoroute A9 est bloquée. On le disait, une femme est décédée dans le sinistre selon la préfecture. Agathe Couret et nos équipes sur place. Aux portes de leur vigne, les flammes. On a appelé les pompiers pour qu'ils puissent intervenir, mais il n'y a plus de camions disponibles. C'est malheureux et je pense que tout le monde est dépassé. La mission et on voit ce qu'on fait là-bas directement, les gars. Okay. Depuis hier après-midi, les pompiers luttent sans relâche. Là, l'objectif numéro 1 est de protéger tout ce qui est bien, tout ce qui est personne, tout ce qui est maison. La situation est compliquée. Le feu a démarré hier à 16h15 sur la commune de Ribotte, à 40 km de Narbonne. Attisé par un vent violent, l'incendie a déjà ravagé des milliers d'hectares. Sur place, une dizaine de canadaires, des hélicoptères bombardiers d'eau et plus d'1 millier de pompiers au sol. Les habitants sont démunis. On a laissé notre maison et tout, on a une autre voiture, mais j'ai dit à mon mari, en plus il est presque handicapé, dépêche-toi, monte, on s'en va tous. On a juste laissé nos chats dans la maison. C'est votre maison qui est... Mon Dieu!
Le département est encore en vigilance orange feu de forêt. Le risque d'incendie reste extrêmement élevé. Et justement, sur place, la situation est toujours compliquée. On va tout de suite faire le point avec vous, Elisa Cléache, pour LCI. Quelle est la situation au moment où nous parlons, l'effectif déployé ? Oui, regardez derrière moi sur les images d'Olivier Martin, la situation est extrêmement exceptionnelle. On est véritablement face à un mur de feu en arc de cercle qui part de Ribot, où le feu s'est déclaré hier dans l'après-midi, jusqu'à la côte. Les sinistrés qu'on a pu rencontrer tôt ce matin avec Olivier nous le disaient, ils ont rarement vu un feu d'une telle ampleur. Il semble hors de contrôle pour le moment. C'est plus d'11 000 hectares qui sont partis en fumée. Je vous propose d'écouter ce bénévole d'une association départementale qui tente d'aider les sapeurs-pompiers à prévenir ce genre de feu de forêt. Pour lui, la situation semble incontrôlable. On est déjà à 5000 hectares, plus de 5000 hectares alors là, à l'heure où je parle, on a plus de 5000 hectares. On n'a pas les moyens à rien avant 8h30, 9h. Pour l'instant, c'est les pompiers qui essayent de gérer parce que c'est un terrain qui est pas très simple à grimper, quoi. Donc pour l'instant, ils font du mieux qu'ils peuvent, quoi. Puis avec le vent qui est en train de se lever, ça va être compliqué là. Certains habitants ont dû tout laisser derrière eux, leur maison, leur voiture, attendent de savoir ce qu'il va leur rester. La nuit a donc été très longue. Évidemment, pour les sapeurs-pompiers également, ils sont 1500 à être mobilisés depuis hier après-midi. Le travail continue donc, notamment à partir de 7h avec la reprise des moyens aériens. Vous le disiez, le bilan provisoire est pour le moment d'un décès et d'au moins 9 blessés, dont 7 sapeurs-pompiers. Merci beaucoup Elisa Cléache, merci également à Olivier Martin qui vous accompagne. On va suivre d'ailleurs avec vous deux l'évolution de ce feu tout au long de la matinée. Un autre incendie, comme si ça ne suffisait pas, s'est déclaré dans l'Hérault, Laura. Le feu est désormais fixé, environ 20 hectares ont été brûlés. Les secours étaient encore sur place pour finaliser l'extinction. 2 campings ont été évacués. Après l'ultimatum lancé par Donald Trump à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, les bras armés du président américain est donc attendu aujourd'hui à Moscou. C'est Steve Witkoff. Steve Witkoff va donc rencontrer les hauts responsables russes pour parler de paix. Rappelons que Donald Trump menace la Russie de nouvelles sanctions économiques si elle ne met pas fin à la guerre en Ukraine et des taxes douanières aux autres pays qui achètent son pétrole. Écoutez. Je n'ai jamais fixé de pourcentage, mais nous allons prendre des mesures dans ce sens. Nous verrons ce qui se passera au cours de la période assez courte qui vient. Nous verrons bien. Que se passera-t-il ? Vous savez, ils ont une réunion demain. Nous avons une réunion avec la Russie demain. Nous verrons ce qui se passera. Nous prendrons cette décision à ce moment-là. C'est la panique en Lituanie. Le pays a demandé à l'OTAN de prendre des mesures immédiates pour renforcer sa défense aérienne après qu'un drone russe s'est trouvé sur son territoire. Ça s'est passé la semaine dernière. Il transportait des explosifs, ce drone, Laura. Le drone avait effectivement d'abord été repéré au-dessus de quartiers résidentiels de Vilnius avant de finir sa course dans une zone militaire d'entraînement. Matteo Sciaravino. Le drone, tombé il y a une semaine dans le polygone de Gödjuné, contenait 2 kg d'explosifs. La nouvelle est annoncée à la télévision lituanienne. Un drone russe, qui s'était rendu en Lituanie depuis la Biélorussie voisine, a été retrouvé sur cette zone militaire. Lors de l'inspection de l'appareil, il a été constaté qu'il transportait un engin explosif, qui a été neutralisé avec succès sur place. À son bord, 2 kg d'explosifs. Et pour la Lituanie, la peur d'une menace provenant de l'Est. Nous avons envoyé une lettre au secrétaire général de l'OTAN en attirant son attention sur cet incident et en lui demandant plus de moyens de défense aérienne. J'ai appuyé sur le fait que ce n'était pas uniquement une zone aérienne lituanienne, c'est aussi la zone aérienne de l'OTAN, donc la sécurité de l'OTAN et celle de l'Union européenne. Selon les premiers éléments de l'enquête, la pénétration de ce drone serait un accident. Mais dans un contexte particulièrement tendu, l'utilisation de drones par la Russie est surveillée de près, d'autant que la Lituanie est considérée comme l'État le plus menacé sur le flanc oriental de l'OTAN.
Le Japon commémore aujourd'hui les 80 ans du largage de la bombe d'Hiroshima puis Nagasaki. Ouais, 120 pays représentés avec l'absence notable de la Russie et de la Chine. Mais sachant qu'à 6h22, vous aurez en exclusivité ce reportage de nos envoyés spéciaux qui sont partis à Hiroshima pour voir comment la ville vivait depuis. Et figurez-vous que le paysage a beaucoup changé. On vous dit tout dans un instant. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue dans l'affaire de l'homme retrouvé égorgé et éviscéré dans un parc près d'Amiens, Laura. Le suspect âgé de 27 ans et inconnu des services de police et de justice a été identifié grâce à un téléphone retrouvé près du corps mutilé. Sans doute une bonne nouvelle pour les automobilistes, les prix à la pompe sont au plus bas depuis non plus 3 ans mais 4 ans désormais. Le prix des carburants a baissé au mois de juillet. Par endroit, le litre de sans-plomb passait même sous la barre symbolique des 1,60 € quand le totem affichait en moyenne 1,80 € le litre d'essence l'an dernier. Il indique aujourd'hui 1,66 €, soit 14 centimes de moins. En revanche, il en est tout autre pour le diesel. Alors, avez-vous réellement le sentiment de faire des économies? On vous a posé la question. Moi, j'économise facilement dans les 70 € actuellement, ou 100 même. Là, je profite que l'essence soit moins chère, oui, là c'est sûr. C'est plutôt rare chez nos politiques. François Bayrou se présente comme un influenceur de YouTube désormais. Le Premier ministre a lancé hier le premier épisode d'une série pour défendre son plan d'économie auprès des Français. Objectif, les convaincre afin de réaliser 43 milliards d'euros d'économies dans le budget 2026 et éviter la censure de ses adversaires. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec Éric Decouty. Évidemment, dans les coulisses du pouvoir, dans une quinzaine de minutes maintenant. Justement, au moment où les annonces politiques se sont multipliées depuis le début de l'été. Est-ce que vous arrivez à décrocher de l'actualité pendant vos vacances? Préparation. Vous, non, je sais. Préparation du budget, menace de censure du gouvernement présidentiel 2027. Pour beaucoup de Français que nous avons interrogés en plein cœur de l'été, il est difficile de ne pas y penser. Maxence Lydia et Olivier Martin. Entre deux siestes, pendant vos vacances, arrivez-vous à décrocher de l'actualité politique? Je pense juste à faire du volley ou juste m'amuser. Enfin, politique, je m'en fous un peu les jours de congé, quoi. Je ne me suis pas détachée de toute actualité, donc je continue à suivre, normalement. Voilà. Est-ce que ça arrête mes vacances? Non. Mais ça préoccupe quand même, évidemment. Cette année, les annonces ont été particulièrement nombreuses, inhabituelles à cette période. Dans le milieu de la politique, on a coutume de dire qu'entre le 15 juillet et le 15 août, c'est une no-go zone, c'est-à-dire rien ne passe, les Français sont en vacances, ils ne prêtent pas d'attention à l'actualité. Cette année, ça a un peu été une exception, puisque d'abord François Bayrou, au lendemain du 14 juillet, a fait le choix de présenter son budget. Et puis, il y a un autre sujet qui a particulièrement marqué l'actualité politique, c'est la loi Duplon, qui concerne essentiellement les agriculteurs. C'est notamment autour de cette actualité, la loi Duplon, que les vacances de Bianca se sont concentrées jusqu'à présent. Alors, c'est drôle, je vais vous montrer, il y a mon copain qui m'a envoyé ça. C'est pas plus tard que hier, il m'a envoyé la pétition, voilà. Mais pas question de se laisser gâcher son été. En fait, je pense que c'est une question d'équilibre, on essaye de faire le mieux qu'on peut, sans pour autant arrêter de vivre. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la loi Duplon demain. La fin de l'été s'annonce tout aussi chargée pour Bianca. En Russie, après le puissant tremblement de terre de la semaine dernière, 7 volcans se sont réveillés, Laura. Les scientifiques ont qualifié cet événement de défilé d'éruptions volcaniques. Cela ne s'était pas vu depuis 300 ans, rendez-vous compte. Merci beaucoup Laura, on vous retrouve à 6h30 pour un prochain journal. Une image ce matin, voici, vous allez voir dans un instant à quoi ressemblait la nuit des habitants de l'eau des Flammes, littéralement à perte de vue, passant de bosquet en bosquet, de village en village et parfois même de maison en maison. Et ce matin, on apprend qu'une personne, une femme, est décédée suite à ces feux. C'est la préfecture qui nous l'apprend ce matin, d'où notre question du jour. Comment faire face à ces incendies? Pour tenter d'y répondre, on est en direct avec le lieutenant-colonel Frédéric Haraud, porte-parole de la sécurité civile. Bonjour à vous, on va revenir vers vous dans un instant parce que ce qui est particulièrement frappant, c'est la vitesse à laquelle le feu s'est répandu. Les incendies se sont déclarés vers 16h hier et on est déjà aujourd'hui à 12 000 hectares parcourus. Des habitants ont dû être évacués au plus vite. Certains n'ont même pas eu le temps de prendre le strict minimum. On a laissé notre maison et tout, on a une autre voiture, mais j'ai dit à mon mari, en plus il est presque handicapé, dépêche-toi, monte, on s'en va tous. Un peu là-bas, et là on évacue les chevaux, les animaux qui est un peu partout. Combien vous en avez évacué? Des chevaux? Oui. Pour l'instant 4, il y a des poneys devant. Et après, pour le reste, là-haut c'est mort. Les habitations qui ont brûlé là-haut, il y en a qui commencent à brûler à l'entrée du village là. Ça a pris le feu devant la station de service, c'est pour ça qu'on bouge un peu là.
Vous avez vu les flammes s'approcher? Oh oui, très près là, juste là, heureusement qu'il y avait les pompiers. Je vous le disais, à minuit, on comptait 11 000 hectares brûlés par les flammes, sans doute bien plus à l'heure où on se parle à cette heure-ci, c'est-à-dire à 6h12. Claire, il faut bien s'imaginer que ça fait à peu près 1000 hectares par heure. Qu'est-ce qui a pu permettre au feu d'aller si vite? Alors c'est multifactoriel. D'une part, la température. On a relevé hier dans le secteur de Narbonne un mercure allant jusqu'à 33 degrés. Il y a également la sécheresse des sols. Là, je vous invite à regarder la carte des nappes phréatiques. On voit que le niveau est extrêmement critique, surtout en direction de la Méditerranée, avec un niveau bas à très bas. Et donc ça, forcément, donc je vous laisse imaginer la sécheresse de surface. Donc les végétaux pouvant être de véritables combustibles pour les feux de forêt. Et puis enfin, nous avons le vent. Hier, dans le secteur de Ribot, on a observé des rafales à plus de 60 km/h. Le vent étant un véritable facteur aggravant dans la propagation des feux. Et en attendant que la carte des nappes phréatiques arrive, je vous invite à vous souvenir aussi de la règle des fameux 3-30. Vous savez, on en a parlé souvent cet été. C'est une règle que connaissent absolument tous les pompiers. Donc, des conditions pour des départs de feu sont sous trois facteurs. Donc on a la température, il faut qu'elle soit supérieure à 30 degrés, le taux d'humidité inférieur à 25%, mais inférieur à 30%, mais aussi des vents supérieurs à 30 km/h. Donc là, évidemment, toutes les conditions étaient remplies pour que un feu de forêt puisse en effet se déclarer. Lieutenant-colonel Haro, dites-nous, on sort d'une nuit évidemment très tendue. Est-ce que c'est plus compliqué ou plus facile de suivre et de lutter contre un incendie la nuit ? Alors, je vais vous dire, c'est plus compliqué. D'abord, on ne dispose pas des moyens aériens. Donc, les avions et hélicoptères ne peuvent pas travailler de nuit, n'ont pas la visibilité suffisante pour travailler en sécurité. Donc, c'est uniquement les moyens terrestres qui opèrent, avec là aussi une visibilité réduite, une accessibilité réduite, et donc des difficultés d'intervention et d'évolution dans le sinistre. Alors il y a 1300 pompiers qui sont actuellement mobilisés, tout comme des Canadair qui vont reprendre du service à partir de 7h ce matin. Il faut faire vite parce que même les autorités, elles ont été prises de courir. J'ai 71 ans, j'ai jamais vu ça. Jamais. De toute façon, on arrive à ce qu'on avait prédit, des méga-feux. Maintenant, il faut se préparer à ça. En même pas une heure, il a été au village. Voilà. Et c'est catastrophique. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison. Donc, Claire, il va continuer de faire chaud, mais bonne nouvelle, le vent va changer de nature. Et ça peut permettre de calmer un peu les incendies ? Alors, on pourrait croire que c'est une bonne nouvelle, mais pas complètement. Laissez-moi vous expliquer. En fait, il va y avoir une confrontation des vents. Le vent, c'est vrai que dans le courant de la journée, il va commencer à changer de secteur. Il va basculer d'un flux de nord-ouest à un flux de sud-est. L'ennui, c'est qu'il ne restera que cantonné le long des côtes, puisqu'à l'intérieur du pays, donc plus du côté de Carcassonne, on va rester en flux d'ouest. Donc on aura cette confrontation et donc forcément cette confrontation va peut-être empêcher l'air marin de pénétrer un petit peu plus dans l'intérieur et ça joue peut-être pas favorablement pour la fixation d'un feu. Alors je précise qu'il a également fallu fermer l'autoroute A9 principale, axe autoroutier entre la France et l'Espagne. Ça, lieutenant-colonel, c'est une bonne nouvelle parce que paradoxalement, cet axe, il peut servir de barrière pour que les pompiers puissent lutter plus efficacement contre les feux. Alors oui, s'en servir comme d'une barrière naturelle, mais cela veut dire que le feu aura déjà avancé plutôt significativement. Et puis ça veut dire aussi un certain nombre de personnes qui vont être bloquées en amont et en aval. Et donc des regroupements de personnes, en cas d'incendie de forêt, c'est jamais bon pour nous non plus. Alors, il y a des combattants du feu qui travaillent sans relâche depuis hier, on l'a dit. Le but, désormais, c'est de sauver tout ce qui peut l'être. Écoutez. Là, l'objectif numéro 1 est de protéger tout ce qui est bien, tout ce qui est personne, tout ce qui est maison. La situation est compliquée actuellement. Le personnel est quand même fatigué depuis un mois où on enchaîne les incendies. Donc, le but du jeu, c'est de préserver tout ce qui est habitation, maison, protection des biens. Là, sans les moyens aériens, la tâche est d'autant plus compliquée qu'on a des facteurs qui sont défavorisants, tels que la température, le vent et le taux d'hygrométrie qui est très bas. Là, c'est compliqué pour nous d'aller stopper le feu actuellement. On fait le maximum qu'on peut pour essayer de rétrécir et protéger toutes les habitations et les biens. Les habitations qui ont été évacuées, tout comme les campings. Plusieurs centaines de personnes ont dû quitter leur lieu de villégiature. Lieutenant-colonel, il faut bien s'imaginer que ça complique votre tâche parce que comme tous les étés, évidemment, ça fait du monde en plus à évacuer parce qu'il y a des vacanciers qui affluent dans ces zones.
C'est effectivement le propre de cette zone-là, avec beaucoup de passages, très touristiques et beaucoup d'habitats et de ce qu'on appelle de points sensibles à l'intérieur de la zone. Ça veut dire que cela mobilise des pompiers et des forces de secours pour protéger ces endroits-là et que pendant ce temps-là, ces pompiers-là ne peuvent pas traiter ce que l'on appelle le flanc du feu pour vraiment parfaire et procéder à l'extinction. Emmanuel Macron a publié ceci sur le réseau social X. Tous les moyens de la nation sont mobilisés. Soutien à nos sapeurs-pompiers ainsi qu'à nos forces luttant contre les flammes. Confiance au gouvernement et aux élus pleinement engagés. Dans cette épreuve, chacun doit appliquer la plus grande prudence et respecter les consignes des autorités. D'ailleurs, regardez le nombre d'hectares brûlés en France depuis le début de l'année. On est à 15 000 hectares brûlés sur le territoire national. 9 000 départs de feu quand même depuis le début de l'année. Eric, est-ce que les pouvoirs publics vont devoir renforcer ce poste de dépense? Parce que ce genre d'épisode, ça va se multiplier. Ça s'est déjà multiplié. Oui, alors, les pouvoirs publics ne font pas rien en la matière. Il y a eu le 6 juin dernier, il y a eu, signé par Bruno Retailleau et Agnès Pannier-Runacher, un texte qui s'appelle la stratégie nationale de défense des forêts contre des forêts et des espaces non forestiers contre les incendies. C'est un texte qui a été élaboré, qui prévoit un certain nombre de mesures. Il y a également, c'est Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui a voté un texte, qui a fait adopter un texte sur la mobilisation des énergies locales, c'est-à-dire créer une réserve civile. Donc on avance quand même. On avance un peu. On avance dans les mesures d'adaptation. La vraie question politique pour les pouvoirs publics, c'est les mesures à long terme. C'est-à-dire que la capacité d'adaptation à une réalité qui va être celle-là durant des années, voire pire. Et là, il y a beaucoup plus à dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une politique écologique à moyen et à long terme? Ça, on en reparlera, mais c'est beaucoup plus sujet à caution. Oui, parce qu'Isabelle, il faut quand même bien s'imaginer que lorsqu'il y a des incendies comme ça, déployer des pompiers, déployer des Canadair, ça coûte évidemment très cher. Oui, ça coûte très cher. Effectivement, pour un Canadair, c'est 60 millions d'euros pour l'achat d'un Canadair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a à peu près une douzaine. Ils ne sont pas tous opérationnels. On a également des hélicoptères qui peuvent venir justement seconder les Canadair, mais ça reste encore souvent insuffisant. Et puis, comme on le disait, on ne peut pas les utiliser, par exemple, la nuit. Donc ça limite effectivement leur portée d'action. Johanna, rapidement, les États-Unis, ils connaissent en ce moment aussi des incendies à répétition. On n'est pas les seuls concernés, bien entendu. Oui, en ce moment, c'est le Grand Canyon dans l'Arizona qui est touché. En un mois, les flammes ont ravagé près de 50 000 hectares. Et à l'heure actuelle, les pompiers ne parviennent toujours pas à contrôler l'incendie. On parle aussi souvent de la Californie. C'était le cas il y a un mois. C'était le cas aussi à Los Angeles. En janvier dernier, tous les ans, on enregistre entre 7 000 et 8 000 feux en Californie qui détruisent à chaque fois des surfaces toujours plus importantes. Et malheureusement, ça ne devrait pas aller en s'arrangeant à cause de la sécheresse qui s'intensifie. On en a parlé, mais aussi à cause des coupes que Donald Trump a opérées dans le budget des agences fédérales qui sont en charge de la gestion des catastrophes. Juste un mot pour remercier le lieutenant-colonel Frédéric Haro qui a été avec nous ce matin et qui continuera d'être avec nous tout au long de la matinée pour analyser justement ce qui se passe et suivre la situation de ces feux dans l'Aude. Les coulisses du pouvoir à présent avec Éric de Couty et François Bayrou qui a lancé hier sa chaîne YouTube. Objectif, convaincre les Français, notamment sur son projet budgétaire. Et vous l'avez regardé, Eric? Ah ben oui, je l'ai regardé. C'est pas tous les jours qu'on voit un Premier ministre se transformer en youtubeur, en influenceur. Alors le nom de code, c'est FB Direct. L'objectif, c'est une diffusion quotidienne jusqu'en septembre avec des vidéos, des podcasts. Et vous l'avez dit, essayer de convaincre les Français que son plan de rigueur, c'est le meilleur. Hier, c'était une présentation générale. Bon, c'était pas forcément passionnant. Et le plus simple, c'est qu'en fait, je vous propose d'écouter un extrait de ces 8 minutes d'intervention de FB Direct hier.